Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Dans cette émission, nous allons parler d'inclusion et de handicap. À ce titre, nous avons invité Madame Lamalmi Soad, institutrice depuis quelques années. Elle exerce dans l'intégration pour les enfants de type 8. Bonjour Soad. Nous avons également invité Madame Alaïane Anna, qui représente la SBL Ama Jeunesse Gym, association qui pratique l'inclusion en milieu sportif. Merci Anna. Merci à toi. Enfin, nous avons normalement en ligne avec nous Monsieur El Andouzi Mohamed, qui est fondateur de Handi Job Project. Il va nous parler de l'entrepreneuriat pour les personnes porteuses de handicap. Est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur El Andouzi ? Oui, je suis bien là, bonjour. Ok, super. On vous entend un petit peu de loin, mais on vous entend. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi à distance Madame Kautar Boustani, qui est analyste en politique économique et sociale. Elle fera un petit tour avec nous sur les questions d'inclusion en Belgique au niveau législatif. Bonjour Kautar. Bonjour. Alors, vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8. Nous répondons également à toutes vos questions par téléphone ou par SMS au 0488 106 800. Donc voilà, si vous avez des questions à poser à nos professionnels, ils sont à votre disposition aussi. Je voudrais d'abord commencer par préciser quelque chose, parce qu'en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y avait des termes que je ne maîtrisais pas toujours bien et qui risquaient de prêter à confusion. Et donc, il faut d'abord bien commencer par distinguer le concept d'inclusion du concept d'intégration. Vous allez le voir, ces termes vont nous accompagner durant toute l'émission. Et donc le concept d'inclusion, c'est plus quelque chose qui met en lumière la place de plein droit de toutes les personnes dans la société, quelles que soient leurs caractéristiques, d'accord ? L'intégration, quant à elle, elle a plutôt un terme qui est majoritairement utilisé dans le domaine du handicap. Donc on est vraiment dans deux choses différentes, d'accord ? Alors je vais commencer par Madame Boustani. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont les politiques sociales qui existent en matière d'inclusion des personnes porteuses de handicap ? Alors, peut-être avant de rentrer concrètement dans quelle politique sociale il existe, il serait intéressant de faire un petit tour par l'histoire pour comprendre d'où on vient. Et ça va éclairer en fait où on se trouve et vers quoi potentiellement on peut aller. Alors, il faut savoir qu'il y a à peine 2 siècles dans notre société occidentale, le handicap était plutôt vu comme une malédiction, quelque chose d'anormal, c'était, disons, qui venait du surnaturel et qui avait comme objectif de condamner les personnes pour X ou Y raison. Et à ce moment-là, donc, on sait bien, le handicap existe depuis très très longtemps, mais les politiques qui s'appliquent à ce moment-là, c'est séparatisme. C'est-à-dire que on exclut de la société ces personnes-là parce qu'elles sont porteuses de mauvaises énergies, de malédictions. Ce n'est que au début du siècle dernier que, on va dire, les missionnaires de l'Église catholique vont, par bienfaisance, développer une forme d'action envers les personnes porteuses de handicap, donc que ce soit le handicap physique ou le handicap mental. Mais en fait, cette perspective d'action envers les personnes porteuses de handicap, elle a davantage pour but de développer les actes de bienfaisance que d'agir envers les personnes porteuses de handicap. Mais ça aura l'effet bénéfique d'humaniser les personnes porteuses de handicap et de normaliser le contact avec eux. Et ce n'est que dans le début des années 60 que vraiment on va rentrer dans la politique sociale en faveur des handicapés et qui va en fait commencer à se poser la question de quelle place ont les personnes porteuses de handicap dans notre société et comment est-ce que la société doit agir vers elles. Donc les premières politiques qui concernent les personnes porteuses de handicap, elles sont très très récentes, c'est depuis les années 1960. Alors depuis tard, 1960, c'est récent quoi. C'est tout à fait récent, mais voire même, la Belgique en fait a ratifié une convention relative aux droits des personnes handicapées, donc qui leur reconnaît le plein droit, donc l'égalité des droits, en mars 2009. Oh. Donc ça fait à peine 11 ans. Et donc c'est incroyable, effectivement.
Oui, on a tendance à considérer que notre société sont égalitaires depuis longtemps et que c'est ancré, mais en fait, pas vraiment. L'égalité, c'est un processus très lent qui se construit petit à petit et au fur et à mesure qu'on avance, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Mais donc, tout ça pour dire qu'en réalité, on est à l'aube de ce dont tu as parlé juste avant et qui est l'inclusion en fait, l'inclusion, intégration, on va en discuter aussi, les discussions politiques entre le concept d'intégration et d'inclusion, notamment avec le pacte d'excellence. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, la Belgique reconnaît l'égalité des droits entre les personnes porteuses de handicap et les autres. Donc, théoriquement, elles ont plein accès à tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en termes de bénéfices, il y a la reconnaissance du respect de l'autonomie individuelle des personnes handicapées, totale, pleine et entière. Il y a la reconnaissance de la participation pleine et effective des personnes handicapées. Il y a le respect de leurs différences. Donc l'objectif ne doit pas être l'harmonisation, disons, des porteurs de handicap avec ceux qui ne l'ont pas. Il faut respecter leurs différences et la reconnaître comme telle. Ensuite, il y a l'aspect l'égalité des chances dans l'accès au travail, à la culture, à la mobilité tout simplement, l'accès au train, au bus, etc. Et dernièrement, c'est l'accessibilité aux lieux et à l'information, puisqu'on sait qu'une partie des porteurs de handicap sont par exemple sourds ou muets et que pour eux, l'accès à l'information est plus compliqué et doit faire l'objet de développement de méthodes particulières. Donc, tous ces éléments sont, disons, la base de ce que doit constituer les politiques en faveur de l'inclusion et l'intégration des personnes porteuses de handicap aujourd'hui. Merci Kautar, c'est impressionnant, on se doute pas que c'est si récent. D'ailleurs, je viens vers vous, Madame Alayan. Vous, dans votre ASBL, vous pratiquez le handisport, c'est comme ça qu'on dit? Le handisport, oui, d'accord. Effectivement. Et en quoi le handisport rejoint un petit peu ces fameuses politiques d'égalité vis-à-vis des personnes qui sont porteuses de handicap? En quoi il permet l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap? Donc, tout d'abord, l'handisport est un sport adapté aux personnes qui ont un handicap physique et mental. Physique, on entend par physique les personnes qui ont un handicap des membres supérieurs ou inférieurs dû à un accident, d'une malformation à la naissance, ou encore des personnes qui ont été victimes d'une paraplégie ou autre. Mental, ce sont plutôt les personnes qui sont des personnes qui sont atteintes d'un autisme, de personnes qui ont une déficience mentale lourde ou légère, et les personnes telles que les trisomies 21. Donc, on essaye d'adapter le sport à leur handicap, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à notre ASBL, nous, dans notre club, on fait le para-taekwondo. Le para-taekwondo, donc c'est le taekwondo adapté à ces personnes-là. Et donc, ce que nous faisons, c'est qu'on adapte ce sport-ci à l'handicap qu'a la personne qui vient effectuer des cours de taekwondo. Donc, pour ceux qui sont atteints d'un handicap mental, comme je vous avais cité, on leur permet de faire des démonstrations coréennes qui sont appelées les pumse. On ne peut pas leur permettre d'exercer des combats ou une interaction avec d'autres enfants. Donc, on ne sait pas la manière comment ils vont réagir par rapport à un coup. Donc, du coup, on essaye d'adapter le sport à l'handicap, leurs besoins et au handicap. À l'handicap de la personne. Et ce que nous faisons, c'est de l'inclusion de ces personnes-là dans le club avec d'autres personnes ordinaires. Et c'est ça qui est magnifique. C'est le fait qu'ils sont en interaction avec ces personnes ordinaires, et en interaction que les personnes ordinaires ont avec ces personnes extraordinaires est totalement magique et fabuleuse, parce que voilà, on voit bien que ce mélange se fait de manière tellement naturel. C'est naturel. Donc, ils pratiquent ensemble, en fait. Ils pratiquent ensemble, donc, les démonstrations et tout autre exercice de combat. Et est-ce que vous avez des partenariats avec des structures extérieures pour promouvoir cette approche sportive? Les différents partenaires qu'on a,
sont uniquement l'ADEPS, la COCOF, la région, la commune de Mille-Bruxelles, la commune d'Anderlecht, la commune de Molenbeek et la région bruxelloise. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Donc c'est voilà. chouette. Et donc, il y a tout doucement certaines communes, certains services reconnus qui intègrent ce projet-là de pouvoir inclure les personnes en situation de handicap dans une approche sportive. Effectivement. En fait, je vais vous expliquer que le taekwondo, donc la BFT, n'avait pas encore une commission pour le para-taekwondo. Enfin, Monsieur Alayan Mahmoud et ses fondateurs ont créé cette commission au sein de la BFT. Et donc, du coup, on pratique le para-taekwondo. Et nos coachs, qui sont Mahmoud et Ahmed, ont des certificats en tant que coach international pour le para-taekwondo. Donc, j'imagine c'est déjà beaucoup et bien pour la Belgique et ce serait avec grand joie qu'on puisse faire flotter le drapeau belge bientôt au JO du Japon. Donc, ça serait un plus pour nous. C'est possible ça? On peut aller jusque-là Bien sûr, mais c'est un de nos projets en espérant que les conditions sanitaires puissent... nous le permettent de le faire, bien sûr, pourquoi pas. C'est un de nos projets envisagés. C'est un magnifique projet, en tout cas, c'est très très chouette ce que vous venez nous présenter. Merci. Madame Lamalmi, vous travaillez dans les écoles d'intégration, je dis bien ou je dis pas bien, vous allez peut-être me corriger. Pourriez-vous nous dire un petit peu en quoi ça consiste? Parce que c'est vrai qu'avant l'émission, vous avez essayé de m'expliquer un petit peu. Alors, c'est pas trop mon domaine d'expertise, et donc peut-être expliquer pour moi et pour les auditeurs aussi, qu'est-ce que c'est que les écoles ou les classes ou en tout cas, je sais que vous travaillez dans l'intégration des enfants avec des difficultés scolaires. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Donc moi, je travaille en intégration. Et on ne dit pas des classes d'intégration parce que c'est de l'individuel que je fais. Et donc, ça va être plus des enfants qui sont inscrits en intégration. L'objectif premier de l'intégration, c'est l'accompagnement des enfants à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire, en créant notamment un lien entre les écoles ordinaires et les écoles spécialisées. On peut en quelque sorte dire que mon travail fait l'objet de ce lien, car je suis engagée et envoyée par l'enseignement spécialisé dans une école ordinaire afin d'aider justement ces enfants qui sont en difficulté. Donc, je le redis, mon travail, c'est vraiment individuel. Et ça veut dire quoi, individuel? Ça veut dire que vous allez dans la classe avec l'enfant? Je viens chercher l'enfant dans sa classe et je vais travailler avec lui dans un environnement plus calme, peut-être. Exactement. Et je vais travailler avec lui sur ses difficultés. Et donc, la matière qui est vue en classe par tous les autres enfants, en fait, c'est ça? Voilà, mais sauf que je vais vraiment l'adapter, lui donner des trucs et des astuces pour pouvoir faire en sorte de contrer un peu ces difficultés dans l'apprentissage, en fait. Et ça évite à l'enfant, parce que en fait en Belgique il y a quand même ce système il y a les écoles spécialisées, c'est ça? Donc les enfants là sont en école spécialisée, mais les enfants dont vous vous occupez, ils sont pas en école spécialisée. C'est des enfants qui eux sont dans l'enseignement ordinaire et qui devraient peut-être aller dans l'enseignement spécialisé, mais pour qui on a prévu un système où un enseignant volant, entre guillemets, un peu comme vous, vient dans l'école et vient lui permettre de rester dans l'enseignement ordinaire. Oui, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc ce sont vraiment des enfants qui... Donc moi, comme je disais, je travaille dans le type 8. Donc c'est essentiellement avec des enfants qui sont 10, qui ont des difficultés comme... qui sont dyscalculiques, dyslexiques ou d'autres encore, ou d'autres 10 encore. Et j'accompagne justement ces enfants dans leurs difficultés. Voilà, je travaille souvent la matière qui est vue en classe, mais en leur donnant vraiment des trucs et astuces pour qu'ils puissent la comprendre malgré leurs difficultés et leurs troubles. Voilà. Ok, super. Merci, c'est aussi très chouette de travailler comme ça. Alors, Monsieur Elandouzi, vous êtes avec nous, vous nous entendez? Oui, super. Je suis bien là. Vous vous êtes intéressé à l'entrepreneuriat chez les personnes porteuses de handicap. Alors, peut-être nous expliquer un peu quels sont les objectifs de l'ASBL Handy Job Project. Oui. En fait, voilà, l'ASBL Handy Job Project a été créé fin 2015. Donc, les objectifs de l'ASBL sont l'accompagnement des porteurs de projets, des personnes, des entrepreneurs qui deviennent handicapés,
les soutenir dans toutes les démarches administratives, tant sociales, fiscales et économiques, et surtout les défendre en cas de recours au tribunal du travail. Par exemple, je cite juste un exemple, si la VIC, par exemple, donc la VIC, c'est un organisme régional qui vient en aide aux personnes handicapées pour leur inclusion. Si par exemple la VIC refuse de leur octroyer une prime de l'indépendant handicapé, ben nous on vient en renfort aux porteurs de projets pour qu'ils puissent bénéficier de cette prime. Il faut savoir que notre travail de terrain, enfin notre grand combat plutôt, c'est inscrire pleinement à l'article 27 de la Convention de l'ONU. Donc l'article 27 revendique clairement l'inclusion professionnelle, donc que ce soit au niveau des formations inclusives, que ce soit au niveau de l'emploi inclusif, et dont on parle également de tout ce qui est création d'activités. Donc ça peut être création d'une SBL, création d'une société de coopérative ou commerciale, ou voire même une association de fête. Donc voilà. Donc on vient vraiment en renfort aux personnes qui désirent vraiment se lancer comme dans la création d'entreprises. Et bien entendu, on n'a pas non plus toutes les compétences qu'il faut. On a un réseau derrière nous, donc on travaille beaucoup avec les structures d'accompagnement qui donnent la possibilité à tout porteur de projet valide ou pas de tester leur activité pendant 18 mois. Mais là, évidemment, on fait très attention parce que toute personne handicapée a des allocations pour personnes handicapées. Donc, c'est un système assez complexe où on ne peut dépasser un certain plafond afin que la personne conserve quand même ses droits sociaux et fiscaux. Ok. Donc, vous êtes un peu comme un syndicat, alors. Le même travail, presque. On va dire ça, un oui. Un syndicat pour entrepreneurs. On va dire ça, oui. Ok, super. Il existe là justement en France, et du coup voilà, on s'inspire, franchement on s'inspire beaucoup beaucoup de projets portés par des personnes handicapées justement en France. Et justement le syndicat en France est porté justement par des personnes entrepreneurs justement, donc voilà. Ça s'y rapproche. Mais écoutez, on va continuer de discuter de ça juste après un tout petit moment de pause. Donc je vous demande de rester connectés avec nous et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Vous êtes de retour dans votre émission Santé pour tous. Donc nous sommes aujourd'hui en train de parler de handicap et d'inclusion. Nous avons avec nous Madame Lamalmi Souad, institutrice qui exerce dans l'intégration avec les enfants du type 8. Madame Alayan Anna qui représente la SBL Ama Jeunesse Gym. Ensuite, nous avons aussi Monsieur Landouzi Mohamed, fondateur de Handi Job Project. Et enfin, Kautar Boustani, analyste en politique économique et sociale. Avant la pause, nous étions avec Monsieur Landouzi qui nous parlait justement de son projet. Il nous expliquait qu'il était un peu comme un syndicat, hein, donc pour les entrepreneurs. Et donc, j'espère que Monsieur Landouzi et Madame Boustani sont toujours avec nous. Est-ce que vous nous entendez ? Oui. Ah, génial, super. Je vais revenir juste avec Madame Boustani. Pourriez-vous nous dire quels sont les droits légaux en matière d'inclusion dans le domaine de l'accompagnement scolaire et professionnel ? Alors, dans les interventions qui ont précédé, il a été question, par exemple, pour le sport, de la commune, de la COCOF. On a aussi parlé de l'accompagnement dans l'école. Alors, je vais rapidement revenir pour expliquer un petit peu comment se répartissent les différentes compétences. Alors, on sait que la manière dont s'organise le système politique en Belgique, il y a un niveau fédéral, un niveau régional, un niveau communautaire et un niveau communal. Alors, pour ce qui est du handicap, on a par exemple au niveau fédéral le régime d'assurance invalidité.
qui lui-même inclut le système de reconnaissance du handicap. Et par exemple, sur cette question-là, on a beaucoup de groupes de défense des droits des personnes porteuses de handicap, qui, comme l'autisme par exemple, qui vont remettre en question les délais de reconnaissance des handicaps pour pouvoir bénéficier des aides qui sont trop longs et qui, dans l'échelle d'un enfant qui a 5 ou 6 ans, prendre 1 an et demi pour reconnaître sa maladie, 1 an et demi, c'est un quart, voire 1/5 de sa vie, et pour qu'il puisse évoluer et être accompagné. Donc voilà. Donc si un groupe d'intérêt veut défendre ce type d'intérêt pour les porteurs de handicap, il va s'adresser au fédéral à ce moment-là. Ensuite, on a le niveau des communautés, ce dont a parlé la personne qui intervient auprès des écoles. Eh bien, l'enseignement est organisé au niveau des communautés, la communauté flamande, la communauté française, la communauté germanophone. Et donc, il a existé il existe encore des écoles spécifiquement faites pour les personnes porteuses de handicap. Mais seulement dans l'évolution des choses, on a réalisé qu'en réalité, il y avait le besoin de se consacrer à des personnes porteuses de handicap en ayant connaissance de leurs spécificités, mais qu'une des manières de faire évoluer leurs droits, c'était que le regard de la société sur eux change. Et c'est pour ça qu'on est passé du concept de l'intégration à le concept de l'inclusion. C'est l'inclusion, elle va travailler sur le regard, la bienveillance de la société à l'égard des personnes porteuses de handicap. Et comment ça se travaille ces choses-là? Eh bien, c'est en développant des outils pédagogiques à disposition de la société pour faire en sorte que l'évolution du droit des personnes handicapées sur le plan de la pratique du terrain accompagne l'évolution théorique. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser aux écoles, parce qu'évidemment les enfants ils sont tout petits, ils rentrent à l'école, donc là l'éducation à la bienveillance ça commence dans l'école, et que quand une personne accompagne un enfant handicapé dans l'école, eh bien ça concerne ses besoins spécifiques, mais ce qui va faire en sorte que cette évolution de ses besoins spécifiques va avoir un bon retour au niveau de la société, c'est qu'il faut aussi que l'environnement s'adapte à cette personne. Et donc, c'est pour ça qu'on va arriver au niveau des communautés et de l'enseignement en particulier à un chapitre spécialement dédié dans le pacte d'excellence qui va justement croiser le concept d'intégration et le concept d'inclusion en disant il faut décloisonner l'enseignement et permettre aux personnes porteuses de handicap de fréquenter l'école ordinaire, pas seulement pour qu'elles puissent évoluer et être tirées vers le haut, c'est-à-dire vers l'inclusion dans la société, mais aussi pour que la société apprenne à travailler et à intégrer les personnes porteuses de handicap. Donc ça, c'est au niveau des communautés. Et ensuite, on a les régions. Les régions, de quoi s'occupent-elles? C'est la gestion du territoire. L'urbanisme. Est-ce que tous les bâtiments, tous les services publics donnent le même accès aux personnes porteuses de handicap? Il y a la culture aussi. Sous-titrer une pièce de théâtre, c'est important pour certaines personnes porteuses de handicap. Et il y a aussi l'économie dont on vient de parler avec l'exemple de l'entrepreneuriat. On connaît par exemple l'exemple des ateliers protégés. Ça aussi, c'est une évolution très très moderne qui consiste à dire il faut partir du principe que les personnes, même si elles portent un handicap, elles ont quand même des compétences. Et que ces compétences, si elles peuvent permettre à la fois aux personnes qui portent le handicap de valoriser leur personne, leur bien-être, on sait qu'il y a un lien important entre la capacitation et le bien-être. Donc, le fait de les faire travailler selon leurs capacités va fortement augmenter le bien-être. Et aussi, la société se dit, mais ces personnes, elles ont une plus-value économique dont on pourrait faire bénéficier les entreprises. Et c'est pour ça qu'on a eu le développement de toute une série de politiques en faveur de l'inclusion des personnes porteuses de handicap, notamment la question des quotas, mais ou la reconnaissance, en tout cas, comme atelier protégé ou comme une partie, que l'entreprise contienne une partie de son fonctionnement comme étant dédiée aux personnes à besoins spécifiques. Et ça pose des questions, la question des quotas, etc., du fait de
voir les personnes comme porteuses de handicap comme étant potentiellement porteuses de plus-value économique, strictement économique, tout ça va ouvrir des questions éthiques, on va dire. Mais donc ça se règle au niveau régional et sous différents aspects, que ce soit l'accès à des bâtiments, les trottoirs ou l'accès à l'économie et la reconnaissance comme personne travailleuse. Et enfin, on a les communes qui vont gérer une partie des allocations, des cartes de stationnement pour personnes handicapées. On sait que ça suscite beaucoup de questionnements aussi, ça dans l'actualité. Une carte nationale de réduction sur les transports en commun, ça aussi, c'est de l'échelle communale. Alors, c'est évidemment compliqué parce que comme on a parlé ce dont on a parlé avec les écoles par exemple, qui est à la fois un suivi structurel mais aussi un suivi individuel, donc qui fait joindre l'inclusion et l'intégration, eh bien en fait il faut une coordination entre les différents niveaux de compétences et c'est pour ça qu'on a des conférences interministérielles qui vont permettre la collaboration entre les différents niveaux de compétences. Et pour ce qui concerne le handicap, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et tant mieux. Donc il faut garder un regard très attentif en ce moment sur comment les choses vont évoluer. Typiquement, le pacte d'excellence, on a les textes. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça va donner en termes de pratique. Est-ce que je peux rajouter là-dessus en fait, oui. Parce qu'elle parlait d'école et donc que ça se fait au niveau de l'enseignement, l'inclusion et tout, mais on peut dire aussi que l'inclusion peut se faire aussi au niveau du sport et que ce regard-là à répartir, enfin dire cette personne elle est handicapée, celle-ci elle ne l'est pas, ça se fait aussi au niveau du sport et cette inclusion elle peut se faire aussi par rapport au sport. Par exemple dans notre ASBL, on a fait des stages de vacances en inclusion avec des personnes ayant un handicap, ayant un autisme, atteintes d'un autisme, et d'autres qui ont une déficience mentale légère. Et ça s'est fait de manière tellement naturelle que les personnes ordinaires, ces enfants ordinaires, n'ont pas remarqué que cette personne-là était atteinte d'un autisme ou qui avait une déficience mentale. Oui, souvent les enfants ont un autre regard que les adultes. Qu'ils ont un autre regard et c'est ça qui est impressionnant. En fait, c'est nous, en tant qu'adultes, qu'on fait cette séparation-là. Oui. Et vu notre expérience avec notre sœur Ikram, qui nous a appris, énormément, elle nous a donné une leçon de vie, le savoir-vivre, le partage et de ne pas faire la différence, en fait. Et donc, grâce à elle, on a voulu mettre en place ces systèmes-là, l'inclusion sociale et sportive. Mais disons que Madame Boustani, quand elle parlait de, justement, quand elle parle de culturel, au niveau politique, ça veut dire aussi tout ce qui est sportif. Donc, ça inclut ça dedans. Donc, c'est bien ça, Madame Boustani. C'est ce que oui, tout à fait. Donc, le sport rentre dans la compétence de la culture. Voilà, c'est ça, il me semblait bien. Et puis, il y a aussi au niveau des communautés, il y a la question de la jeunesse. Aussi, donc, on va avoir un regard sur le handicap, mais à travers l'âge. La jeunesse, à travers, effectivement. Aussi. Oui, super. Et donc, vous parliez de votre sœur Ikram, parce que les auditeurs ne vous connaissent pas. Donc, ma sœur Ikram, c'est une personne qui a un handicap lourd, physique et mental, donc qui n'a pas eu cette chance-là de pouvoir pratiquer du sport, d'être dans le milieu social. Donc, à travers elle, on a voulu créer cette sociabilisation, si on va le dire comme ça, le fait que d'autres enfants porteurs d'handicap puissent avoir accès au sport et de pouvoir le pratiquer pleinement en inclusion avec d'autres personnes sans handicap en fait. Donc en fait dans votre famille, c'est en ayant eu une sœur qui était porteuse de handicap, vous avez eu ce projet de se dire mais finalement on a envie de faire du sport, mais du sport accessible à tout le monde. À tout le monde, effectivement. D'accord, ok. Et donc pour rebondir un petit peu sur ce que Madame Boustani disait aussi, chez vous, à partir de quel âge on peut faire du handisport et c'est destiné à qui exactement ? Donc, dans notre club, le sport, l'handisport est accessible à toute personne qui désire le pratiquer. Chez nous, ça commence à partir de 4 ans jusqu'à 50 ans. Donc, on a différentes tranches d'âge dans notre club et ça se passe plutôt très, très bien, quoi.
Mais si on a 51 ans, on peut venir aussi. Ah bah oui, parce qu'en fait, tout dépend. Il y a certaines personnes qui ont une déficience mentale et ils sont plutôt, on va dire, jeunes dans leur tête. Donc voilà quoi. Mais c'est accessible à tout le monde. Donc tous ceux qui ont envie de s'inscrire peuvent venir. C'est exact. Et donc aussi les enfants qui n'ont pas de problème particulier participent et pratiquent dans le centre. Et c'est comme ça qu'on favorise l'inclusion et qu'elle se fait de manière naturelle en fait. À savoir, on a eu l'occasion d'y aller aux États-Unis pour en fait faire un échange de nos expériences et donc on a pu constater que l'inclusion se fait de manière naturelle chez eux. Donc au niveau entre athlètes ayant un handicap, sans handicap, l'inclusion se fait de manière totalement naturelle. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Donc, on espère qu'un jour, on puisse arriver à ce niveau-là, qu'on n'a plus un œil, on va dire, malvoyant envers ces personnes-là. Au contraire, qu'on les voit d'une manière naturelle et normale en fait. Moi je trouve que ce type de projet, ce qui est intéressant en tout cas pour les enfants, c'est qu'ils côtoient d'autres enfants qui sont porteurs de handicap, parce que clairement ils ne les côtoient pas ni à l'école ni dans leur lieu sportif, et donc parfois vous savez c'est là où vous allez avoir des petits bouts qui vont pointer du doigt, qui vont dire oh mais qu'est-ce qu'il a le monsieur, qu'est-ce qu'elle a la madame, alors que s'il partage des moments avec lui, il sera peut-être même plus prévenant, bienveillant avec une personne porteuse de handicap qu'il va rencontrer dans la rue, que si il sera moins stigmatisant s'il apprend à le côtoyer. Effectivement, par exemple dans notre ASBEL on organise plusieurs événements. Le sport et handisport show, 3e édition, on l'avait fait au mois de février 2020. On invite les personnes, les athlètes qui ont un handicap ou sans handicap à venir montrer et faire un show devant le public. Et c'est comme ça qu'on favorise l'inclusion et qu'on essaye de changer la perception des choses aux gens, en fait. On organise aussi le handisport jogging run. On court tous ensemble pour une seule et même cause, qui est l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société. On organise aussi International Kids Cup. C'est donc des compétitions entre clubs, mais avec les personnes ayant un handicap physique ou mental. Et donc, ces personnes-là, elles sont invitées à faire des démonstrations. Et c'est super magnifique parce qu'ils ont cette interaction avec d'autres jeunes qui sont sans handicap, et ça leur permet d'avoir une meilleure une confiance en eux, ils ont une certaine sociabilisation, ils se socialisent avec d'autres personnes, qu'ils ont confiance en eux, qu'ils se sentent pas différents, qui sont pas différents. On est tous différents, mais qui n'ont pas un regard en disant oui, toi, on doit te un regard stigmatisant, donc voilà. Ouais. Et mais même en matière de prévention de harcèlement scolaire, etc., les enfants qui sont un peu différents parfois dans les écoles, ça peut poser souci, et justement parce on n'est pas assez, c'est pas assez hétérogène en fait, on n'est pas assez mélangé dans les écoles. Mais ça évolue, tout doucement, ça évolue. Je voulais aussi revenir vers Madame Boustany. Que prévoient les politiques en ce qui concerne l'âge des personnes en situation de handicap, le soutien social, professionnel? Est-ce qu'après la majorité, ça peut perdurer, ce soutien? Tout ce que vous avez expliqué au niveau des différentes politiques et on sait que pour certains c'est régional, fédéral, communautaire, etc. Est-ce que un soutien et cet accompagnement qui vise justement l'inclusion des personnes en situation de handicap, est-ce que ça perdure après la majorité aussi, ou est-ce que c'est plus compliqué pour les adultes? En fait, suivant l'évolution dont j'ai parlé, on se trouve dans un processus de développement de l'inclusion. Donc tout le monde sera d'accord pour dire il faut intégrer les personnes porteuses de handicap, ou en tout cas assurer qu'elles soient, qu'elles
qu'elles s'intègrent dans un processus de développement personnel individuel, collectif, qu'elles aient accès à tout en vertu justement des conventions qui ont été signées et qui assurent l'égalité en termes de droits. Donc on est dans un paradigme, disons, vraiment d'inclusion et d'égalité de droits. Maintenant, sur le terrain, il y a tout un processus d'adaptation. Par exemple, la manière dont évolue le système économique est plus rigoureux, on va dire, plus dur, plus exigeant, et plusieurs groupes de personnes qui défendent les droits des personnes porteuses de handicap vont dire ce système économique néolibéral n'est pas adapté pour intégrer des personnes porteuses de handicap et va les voir plutôt comme une source d'argent supplémentaire, mais va les parquer dans des ateliers protégés, mais qui sont pas bons pour leur développement personnel, parce qu'aussi il faut interroger la capacité des personnes porteuses de handicap à pouvoir formuler leur état de bien-être ou non. Et donc, tout ça est en train d'évoluer, mais encore depuis beaucoup plus récemment, on a le développement de nouveaux paradigmes économiques, de l'économie sociale, l'économie circulaire. Et ces paradigmes économiques intègrent l'inclusion, le principe d'inclusion. Donc il faudra être attentif à comment ils vont s'adapter pour prévoir l'intégration des personnes porteuses de handicap, qu'elles soient entrepreneuses ou qu'elles aient fait des études, mais qu'elles soient porteuses de handicap, ou voilà, pour s'intégrer dans le processus. Et en tout cas, dans les appels à projets de soutien pour les projets économiques, on voit à la fin des appels une charte qui demande est-ce que les personnes qui font ce projet, qui initient ce projet, s'engagent à respecter l'égalité en termes de handicap, entre autres. Donc, on est dans une demande ou une reconnaissance, en tout cas, d'égalité de droits. Mais sur le terrain, ça n'est vraiment pas appliqué. Le taux de discrimination envers les personnes porteuses de handicap est encore très, très élevé. Et il faut justement profiter de cette ouverture politique qui s'accentue pour que les personnes qui défendent les intérêts des personnes porteuses de handicap, qu'il s'agisse du sport ou des entreprises ou d'autres choses, et de vraiment s'engouffrer pour aller et réclamer de ces politiques en vertu de leur expérience sur le terrain, puisque c'est vraiment ça, ce sont les personnes qui sont actives sur le terrain qui connaissent le mieux les besoins, les manières de s'adapter, les pédagogies à mettre en place, que ce soit en termes d'inclusion ou d'intégration. Et voilà, il faut développer une interaction entre les pouvoirs politiques et les acteurs sociaux sur les questions de handicap. Mais d'ailleurs, à ce propos, j'inviterai Monsieur Landouzi juste après la pause à s'exprimer sur ce sujet-là, parce que c'est aussi un acteur de terrain et il va nous expliquer concrètement dans le milieu entrepreneuriat comment ça se passe et comment lui se voit aussi parfois défendre certaines personnes en situation de handicap et qui devraient être inclus dans une entreprise. Monsieur Landouzi, on doit vraiment faire notre petite pause. Est-ce qu'on peut vous gardez tout en tête, tout ce que vous voulez me dire maintenant, oui. Et on en parle juste après la pause. Je reviens à vous dans quelques instants et nous discuterons de tout cela tout de suite. À tout de suite. Vous êtes de retour dans votre émission Santé pour tous sur Arabelle FM. Juste avant la pause, nous parlions avec Kautar Boustani, spécialisée en politique sociale, analyste en politique sociale et économique. Elle nous expliquait concrètement au niveau législatif et politique le soutien qu'il pouvait y avoir pour les personnes porteuses de handicap. Et donc voilà, on parlait un peu des discriminations, parfois des difficultés au niveau de l'inclusion. Justement, à ce propos, on avait proposé à Monsieur El Landouzi de réagir par rapport justement à ce qu'il pouvait observer sur le terrain. Et donc, Monsieur El Landouzi, je reviens vers vous. Est-ce que vous pensez qu'à la majorité, pour une personne porteuse de handicap, il existe suffisamment de structures pour accompagner ces personnes et les aider à s'épanouir professionnellement, notamment en lien avec l'idée que vous avez eue de fonder l'ASBL comme la vôtre? Oui, en fait, il y a plusieurs ASBL qui existent actuellement, mais qui sont agrégés,
enfin une partie en tout cas qui est agréée par la VIC. Moi, ce que j'ai pu constater avant de créer la SBL, c'est qu'il n'y avait pas la dimension création d'activités chez les personnes en situation de handicap. Du coup, quand j'ai essayé d'avoir un peu plus d'infos concernant cette thématique-là, on m'a envoyé chaque fois soit vers des guichets d'entreprise, etc. Donc du coup, j'ai remarqué qu'il n'y avait vraiment pas de stratégie en fait. Et du coup, j'ai commencé à creuser du côté de la France. Et là, j'ai vu que leur vision et leur regard du handicap est totalement inverse du nôtre. Le nôtre, il est plus axé sur le côté médical de la personne, mais il prend pas en compte, enfin en tout cas certaines institutions ne prennent pas en compte les capacités et l'autonomie réelle de la personne handicapée. Et du coup, moi, ce que je voulais vraiment faire, parce que moi-même je suis porteur de handicap, donc je suis encore debout, mais bon voilà, le handicap invisible qui me ronge un petit peu quand même par rapport aux douleurs, etc. Et donc, moi je me suis dit, bon, si j'étais, par exemple, une personne en chaise, à quoi je vais penser si je vais créer une entreprise? Donc moi, j'ai pensé directement, par exemple, par rapport à l'accessibilité, par rapport aux aides financières, etc., etc. Et quand j'ai creusé un peu plus par rapport à ces aides-là au niveau de la VIC et au niveau du phare, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'aides, justement, au niveau financier pour aider les personnes handicapées à se lancer dans la création d'entreprises. Et du coup, je me suis dit, vu qu'il n'y a aucune association qui défend justement ce volet-là, ben autant créer cette ASBL-là avec le soutien justement avec UNIA, parce qu'en 2014, quand il y avait la réévaluation de la Convention de l'ONU, et surtout la consultation des personnes handicapées, là je me suis dit qu'il y a un volet qu'il fallait absolument creuser, quoi. Du coup, fin 2014, j'ai fait une table ronde avec tant des entrepreneurs handicapés que des porteurs de projets. Et on s'est dit, bon, vu qu'UNIA a entrouvert une porte, autant la saisir et autant se lancer, quoi. Du coup, c'est à partir de là que j'ai créé la SBL avec le soutien des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, tout le CA de notre SBL, tous les administrateurs sont tous porteurs de handicap. Il y en a 2 qui ont créé une SBL, qui ont une expertise importante, comme par exemple les personnes amputées, les personnes sourdes, malentendantes, etc., etc. Et avec tout cela, on a créé la SBL en fait, et on s'est dit, autant jouer un petit peu le lobby au niveau des gouvernements. Donc on a commencé à sensibiliser par rapport à la thématique dans les 3 gouvernements. Et ici, on a pu constater qu'il y a un changement de regard par rapport au handicap. On s'est dit que bon, là, on doit saisir la chance et autant proposer nos revendications. Et résultat, nos revendications se trouvent dans quasiment les trois déclarations politiques régionales et fédérales. Et on s'est dit, autant continuer à faire pression pour que les choses changent. Mais il faut dire que les démarches administratives pour avoir des primes, etc., sont extrêmement longues. Et le problème, c'est que on remarque quand même qu'au sein de la VIC et au sein du phare, ils se rendent pas compte du potentiel que les personnes en situation de handicap ont pour créer une entreprise. Ils se lèvent pas, par exemple, un matin en se disant, tiens, je vais créer une entreprise, par exemple, je sais pas, une entreprise de bonbons parce que j'ai envie. Non. Ils se sont rendus compte directement qu'il y avait des manquements que l'État ne met pas en place, et du coup, ils se disent eux-mêmes, tiens, autant créer notre entreprise, autant aider notre
notre, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, notre communauté, entre guillemets, voyez, par exemple, une société de transport ou carrément créer un site internet numérique pour permettre aux personnes handicapées de se rassembler, etc., etc. Et du coup, moi, quand je vois comment eux ils voyaient les choses, honnêtement, ça me renforce, moi, parce que je me dis que à un moment donné, si les personnes créent une entreprise et que l'État ne les aide pas financièrement parlant, parce qu'en France, par exemple, il y a une prime de la création d'activités qui leur permettent justement de couvrir certains frais d'investissement, par exemple au niveau de tout ce qui est assurance, au niveau aménagement, etc., etc. Et ici en Belgique, on a juste une prime de 5 400 €, quelque chose ainsi, qui couvre que les cotisations sociales. Donc les personnes, quand ils voient, enfin une partie des personnes voient ce genre de soutien et se disent, bon, oui, on a nos compétences économiques et sociales, mais autant les transformer en force et nous inclure dans une entreprise classique, quoi. Donc nous, en fait, notre rôle dans notre SBL est double. D'une part, si on constate que la personne handicapée n'est pas capable ou ne souhaite pas aboutir à la création d'activités, on les réoriente soit vers une formation qualifiante ou soit vers un emploi inclusif. Donc nous continuons à accompagner pendant tout le processus de réinsertion ou d'insertion socio-professionnelle jusque la personne trouve soit un emploi ou soit elle crée carrément son entreprise. Voilà. Donc en gros, notre rôle, c'est vraiment travailler beaucoup, énormément d'ailleurs, sur l'article 27 de la Convention de l'ONU et qui concerne, comme je vous ai dit, l'emploi inclusif, la formation, etc. Et en même temps, l'article 19, je pense que même Boustani connaît un petit peu aussi. Donc ça concerne beaucoup l'autonomie et la dépendance de la personne handicapée. Super, merci. C'est très très chouette ce que vous faites dans votre SBL. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut être complet parce que nos auditeurs doivent comprendre concrètement qu'est-ce que vous faites sur le terrain et en quoi ça peut aider. Moi personnellement, je savais même pas que ça existait pour les entrepreneurs, quoi. Je trouve ça vraiment un très très beau projet. Je reviens vers Madame Lamalmy. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place dans les écoles actuellement? Est-ce qu'il y a un aménagement particulier dans les classes, par exemple, pour quand vous faites de l'intégration? Qu'est-ce qu'on met en place dans les écoles déjà actuellement? Alors, ce qui est mis en place va beaucoup dépendre des difficultés des enfants. Et il faut savoir que la mise en place d'aménagements raisonnables, c'est une obligation dans les écoles. Aménagement raisonnable, c'est quoi? Ce sont toutes les mesures concrètes qui vont permettre de réduire autant que possible les effets négatifs d'un environnement sur la participation d'une personne à la vie de la société. Et donc là, pour les enfants, c'est à la vie à l'école. Et les enseignants sont souvent bien au clair avec ça. Ils se forment et s'informent à ce sujet. Et en fait, c'est une sorte de bienveillance permanente et essentielle pour inclure ces enfants dans l'enseignement ordinaire. Et il faut savoir que l'enseignement évolue et je trouve qu'au fil des années, on voit vraiment que de plus en plus de choses sont mises en place pour aider ces enfants qui sont en difficulté. Et maintenant, dans une classe, on peut trouver, par exemple, pour les enfants, un ordinateur, des casques anti-bruit pour vraiment les aider à se concentrer, des lattes de lecture et toutes sortes d'autres aides vraiment en fonction des difficultés qui sont ciblées. Ah, c'est vrai, l'année passée, il y avait dans la classe de mon fils un enfant qui travaillait que sur tablette. J'étais choquée parce qu'on connaît pas, donc on se dit mais comment ça se fait que cet enfant il travaille que sur tablette? Je dis moi je suis là à dire à mon fils arrête avec la tablette, tu touches pas, 30 minutes max par jour, pas d'écran, etc. Et il me dit oh mon copain toute la journée il a une tablette pour travailler en classe, donc c'est vrai qu'il y a ce truc. En intégration, c'est plus sur ordinateur. Que sur tablette et c'est des projets ordinateurs en fait et pour certains enfants ça les facilite dans plein de choses. Par exemple pour un enfant qui est dyslexique ou qui a des soucis de compréhension à la lecture dans des textes, il faut savoir qu'il y a des logiciels qui permettent vraiment la lecture de ces textes là et ça les aide vraiment quoi. C'est impressionnant. Ah oui, intéressant.
Et donc, je me retourne vers Madame Alayan. Chez vous, quels sports sont accessibles aux personnes en situation de handicap? Et est-ce que certains sports vont alors être spécifiques à une déficience? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples si c'est le cas? Par exemple, je vais revenir à notre ASBL, au para-taekwondo. Comme je vous avais dit, le taekwondo est quand même adapté à certaines personnes porteurs de handicap. Par exemple, pour les autistes, les trisomies, ils font des chorégraphies coréennes qui s'appellent le pumse. Pour les personnes qui ont un handicap physique, que ce soit des membres supérieurs ou inférieurs, là, c'est autre. Ils pratiquent le taekwondo normalement. Par exemple, au basketball, au tennis et au rugby, c'est sur chaise roulante, en salle pour le basketball et le rugby, tandis que pour le tennis, c'est à l'extérieur. Pour le volleyball, ils sont plutôt assis par terre et ça se passe à l'extérieur. Il y a d'autres sports comme l'athlétisme. Là, il y a des personnes qui sont plutôt atteintes d'un handicap sensoriel. Donc, il y a des sprinteurs qui sont malvoyants, qui courent accompagnés d'un guide. Ça, c'est toutes les expériences qu'on a eues lors de notre... il y a plein de possibilités, en fait. Il y a tout plein. Par exemple, nous, on offre des cours de natation pour les personnes atteintes d'autisme, de trisomie 21. Et vous voyez que ça soulage les enfants? Oui, ça leur soulage énormément. Et en plus de ça, on fait de l'inclusion. Donc, du coup, ça fait un bien de fou pour ces jeunes, pour ces personnes-là, ces enfants-là. On va dire que ça soulage physiquement et psychiquement. Oui, c'est ça. Donc, les deux. Et donc, voilà, on essaye de mettre en place... beaucoup de choses pour ces personnes-là. Par exemple, on fait de l'aquataekwondo. C'est un nouveau concept. Ouais, c'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept. Ça a été créé par notre président, Monsieur Mahmoud Alayan. Donc, il a beaucoup de bonnes idées, ce Monsieur Mahmoud Alayan. Et on a encore d'autres, vous savez, mais on va les laisser en secret le temps que ça se concrétise. Par exemple, Ala Alayan, elle pratique elle donne des cours de self-défense coréen, mais et parmi ces femmes-là, uniquement pour femmes, voilées ou non, c'est vraiment pour que la personne, elle se sente à l'aise et qu'elle puisse elle reprend confiance en elle. Et parmi les inscrites, il y a certaines qu'elles ont donc un handicap, on va dire sensoriel, malvoyante. Donc donc du coup, le sport est accessible à tout le monde en fin de compte, et il n'y a pas de limite pour que telle personne le fasse ou d'autres non. Donc voilà. Inclusion par le sport, vraiment pas mal. Super. On va s'arrêter encore quelques instants, une petite pause et on revient. On reviendra avec Madame Boustani juste après pour parler un petit peu des aménagements qu'une école peut mettre en place. Nos invités restent avec nous de toute façon pour la deuxième partie de l'émission, donc je vous retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour dans cette deuxième partie de l'émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'inclusion et de handicap. Nous avons invité Madame Lamalmi Soad, qui est institutrice. Merci Soad d'être avec nous dans cette deuxième partie. Merci à vous de m'avoir invitée. Madame Alayan Anna, qui représente l'ASBL Hamas Jeunesse Gym. Donc, merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Et puis, nous avons aussi à distance, pour des raisons que nous connaissons tous, des raisons de santé, Monsieur El Andouzi Mohamed, qui est fondateur de Handy Job Project. Merci d'être avec nous, Monsieur El Andouzi. Vous m'entendez ? Oui, je suis bien là. Vous êtes bien là, merci d'être avec nous. Oui. Et alors, je remercie encore Madame Kautar Boustani, analyste en politique économique et sociale, d'être parmi nous. Et d'ailleurs, c'est pas la première émission. Je crois d'ailleurs, vous étiez là de notre toute première émission, Madame Boustani, qui vient de temps en temps mettre sa petite graine dans notre émission. Et d'ailleurs, je reviens avec vous sur la question des aménagements. Juste avant la pause, on parlait de cela. Quels aménagements une école peut mettre en place pour favoriser l'inclusion d'un enfant avec des besoins particuliers? Donc récemment, il a été question de modifier donc les politiques d'intégration en supprimant un petit peu ce que Madame Lamalmi fait. Donc les professeurs volants qui vont dans les classes d'intégration
d'intégration. Et donc on ne sait pas si ça va continuer ce système-là d'avoir des profs qui viennent dans les écoles aider les enfants à besoins particuliers. Est-ce que vous connaissez, où en est ce projet aujourd'hui? Est-ce que vous savez ce qui est prévu au niveau politique par rapport à cela? Alors, un des points à partir duquel a été construit la partie qui concerne les enfants à besoins spécifiques dans le pacte d'excellence, c'est de dire que le système contient des problèmes, ne convient pas. Mais quand on parle de système de l'enseignement, ça comprend la formation des enseignants, ça comprend la manière dont il est organisé, ça comprend l'infrastructure, en termes de nombre de classes, de nombre de places. Donc, il y a différents niveaux de responsabilité ou de compétences, on va dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une volonté de changer les choses. On est à l'aube de cette volonté de changer. Et l'intégration des personnes à besoins spécifiques, pour l'enseignement, on parle d'enfants à besoins spécifiques, c'est en tout cas une première phase pour rentrer dans le changement de système, mais du coup, le pacte d'excellence s'applique pour les écoles, mais on va dire, donc la question dont vous venez de parler, à savoir les personnes volantes, en fait, on est obligé de maintenir ce système tant que les enseignantes ne sont pas formées à suivre des enfants à besoins spécifiques. Donc, le temps de faire modifier la manière dont sont formés les enseignants pour permettre plus d'inclusivité, alors il faut garder ces personnes puisqu'elles jouent un rôle fondamental dans l'inclusion. Oui. Et l'intégration de ces enfants. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'est maintenu et ça va même être développé dans le sens où on remarque que les écoles spécifiques, il y a un niveau de représentation des enfants issus des milieux socio-économiques défavorisés très, très élevé. Ouais. Alors même que l'enseignement, ça fait déjà maintenant 2 décennies, on va dire, qu'on pointe le problème de la ségrégation sociale dans les écoles. D'ailleurs, la Belgique est malheureusement très mal classée dans les études faites par l'OCDE, les études PISA, etc. Et donc, c'est comme si les écoles spécifiques pour les personnes porteuses de handicap étaient le prolongement de l'inégalité sociale. Et donc, il faut commencer par casser ça. Oui, on peut se poser aussi d'autres formes de questions pour répondre à ce problème. Est-ce que ça veut dire que il faut avoir des moyens financiers particuliers pour assurer un suivi d'un enfant porteur de handicap? Et malheureusement, sur le terrain, ça se concrétise. Oui. Des parents qui ont des enfants et qui peuvent leur payer une fois par semaine de la logopédie, la sociabilisation. Enfin, je le sais pour les enfants autistes parce que j'ai un petit garçon autiste dans mon entourage très très proche. Et donc le fait de pouvoir lui assurer la logopédie, la sociabilisation, le sport, ça a un coût énorme. Et si on ajoute ça au problème dont on a parlé tout à l'heure et qui est la reconnaissance qui est très longue dans certains cas, eh bien, ça génère des frais financiers énormes. Et il y a des catégories sociales qui peuvent se le permettre et d'autres qui ne peuvent pas se le permettre et qui vont donc, par extrapolation, se retrouver dans des écoles qui, elles, assurent, mais plutôt théoriquement, le suivi total et complet de ces enfants. Mais en fait, non, on est dans la reproduction d'inégalités. Et en repartant de ce point de vue-là, on a le fait de décloisonner dans l'enseignement ordinaire pour, réintégrer toutes ces personnes qui, disons, n'ont pas les moyens d'avoir un suivi spécifique pour les mettre dans l'école et qui est censé assurer l'égalité envers tous les enfants, qu'ils aient des besoins spécifiques ou non. Et comment? Donc, en leur assurant un environnement capable de les intégrer, mais aussi en leur permettant d'être suivis de manière individuelle. Et ça, déjà, c'est un progrès puisque l'école s'ouvre à des personnes extérieures. Ce qui, je sais, sur le terrain, j'ai déjà eu plusieurs témoignages, a été très difficile à accepter dans l'ordre des enseignants. Parfois,
les enseignants dans les classes ne permettent pas que des personnes qui viennent de structures extérieures rentrent dans les classes et, je vais dire, interviennent. C'est des éléments culturels, on va dire, qui sont ancrés dans les manières de fonctionner et sur lesquels il va falloir intervenir pour faire en sorte que les choses progressent dans le bon sens. Mais pour ces enseignants aussi, il y a une autre problématique qui se pose, c'est que la manière dont on calcule le nombre d'enfants qu'il faudrait avoir pour qu'une classe fonctionne bien, c'est un calcul qui est fait à partir de la normalité. Mais une fois qu'on intègre les enfants à besoins spécifiques dans ces classes, ça veut dire qu'il faut réévaluer le nombre d'enfants qu'il faut. Parce que sinon, à ce moment-là, les enseignants se retrouvent pénalisés parce qu'ils ont un enfant auquel il faut accorder plus d'attention et donc ça fera moins d'attention pour les autres. Cette question se pose d'autant plus qu'on est dans un moment d'émergence de nouveaux paradigmes d'éducation, d'éducation active, où on va faire un suivi individuel en fonction des besoins des enfants. Et donc, ces éléments-là doivent être pris en compte aussi, et ça rentre dans l'organisation de la fonction d'enseignant. Il y a aussi la manière dont sont enseignés les programmes scolaires, dont sont construits et enseignés les programmes scolaires. Alors, on a tendance un peu je sais pas si stigmatisation ou en tout cas par mauvaise image ou une tendance à juger, on va dire plutôt ça comme ça, c'est que on va croire plutôt que les enfants porteurs de handicap sont d'office dans la difficulté à apprendre. Alors qu'en fait, le système d'enseignement a une manière d'apprendre qui ne convient pas à ceux qui, par exemple, apprennent trop vite ou qui développent un système d'apprentissage qui va développer des passions pour certaines matières plutôt que d'autres. Et il y a des enfants, donc, comme je vous disais, moi je le sais pour les autistes, par exemple, qui vont se passionner pour certains sujets, pour les chiffres, pour les lettres, plutôt que pour le coloriage. Et donc, comment on fait avec un programme qui est défini pour tout le monde de la même manière, avec des enfants qui ont cette manière d'apprendre plutôt spécifique, hein. Et à titre anecdotique, hein, on parle aussi des interactions, des manières d'interagir. Il y a certains théoriciens qui développent l'hypothèse selon laquelle le monde du numérique a été développé par des personnes qui sont de spectre autistique en fait. Et au départ, c'était quelque chose qui leur était spécifique, mais dont la société a jugé que ça lui était utile aussi. Mark Zuckerberg, en développant Facebook, il est autiste léger, en développant Facebook, il a développé un moyen de communiquer avec la société qui lui correspondait. C'est avoir une possibilité d'interagir sans avoir de bruit, sans devoir parler, parce que certains handicaps aussi ont des difficultés à parler. Et aujourd'hui, en fait, c'est devenu un réseau social. Pourtant, les autistes, on dit, ils ont des problèmes de sociabilisation. En fait, non, leur manière de se sociabiliser ne convient pas à celle de la majorité. Et donc, l'école devra aussi s'adapter à ces manières de faire. Et disons que le pacte d'excellence ouvre un chantier et les écoles vont pouvoir auront un champ de développement spécifique aux enfants qu'ils vont intégrer dans leur structure. Mais donc elle se pose les questions sur est-ce qu'on aura la possibilité de le faire en termes de financement, en termes de réorganisation de la fonction des enseignants, en termes de formation des enseignants. Et donc, c'est aux politiques de suivre de manière vraiment assidue l'évolution de cet aspect-là du pacte d'excellence et de faire en sorte qu'il s'adapte et que dans 10 ans, 20 ans, il faut des échelles assez longues pour développer ce type de méthodologie pour l'intégration et l'inclusion. Et pour faire en sorte que justement dans 10 ou 20 ans, on commence à avoir les fruits de la politique d'intégration et d'inclusion des personnes à besoins spécifiques dans l'enseignement. Ou en tout cas, voilà, on peut pas répondre de manière claire et précise sur les écoles vont développer telle chose et telle chose et telle chose. Mais par contre, on peut dire il s'ouvre maintenant une possibilité pour les écoles de développer toute une série de choses pour intégrer les enfants à besoins spécifiques. Il faut que les politiques et les financements suivent, évidemment, et puis on verra comment ça évolue dans les prochaines années.
Et donc, en fait, ce que vous essayez de dire, si j'ai bien compris, c'est que finalement, nous sommes tous complémentaires avec nos spécificités. Et donc, peu importe qu'on soit porteuse d'un handicap ou pas, qu'on soit, qu'on fonctionne d'une telle ou d'une telle autre manière, tout ceci peut être pris comme une richesse et comme peut-être une manière d'améliorer la société, même de la faire évoluer avec différentes visions du monde, par exemple, différentes manières d'être. C'est un peu ça que vous essayez de dire ? Tout à fait, c'est le principe même de l'inclusion. Okay. C'est l'objectif et c'est ça. C'est ce que les politiques vont de plus en plus vers des schémas inclusifs. Et vous parliez de la formation. Alors du coup, je reviens vers Madame Lamalmy parce qu'en préparant l'émission, on avait un peu parlé de ça aussi. Est-ce que vous pensez que la formation des institutrices, elle est suffisante ou pas ? Parce que vous travaillez dans le spécialisé. Est-ce que vous disposez d'une formation dans le spécialisé ? Alors, moi, je trouve que la formation n'est pas elle n'est pas suffisante. Je suis sortie de l'école normale il y a 4 ans et je trouve qu'on est beaucoup plus formé grâce au travail sur le terrain que à travers la formation même. Il faut savoir que j'ai fait un stage en spécialisé quand j'étais à l'école normale. Et c'est ce stage qui m'a beaucoup appris, en fait, sur ce que je fais et ma petite expérience, on va dire, sur le terrain. Il faut toujours se former. La formation d'enseignant, c'est un métier continu. Enfin, c'est une formation continue, en fait. Et je pense que c'est vraiment à travers les expériences, les formations qu'on apprend. Parce que on voit souvent, si je peux me permettre, mais dans les écoles spécialisées, on voit souvent des jeunes profs, en fait, qui viennent d'être diplômés. On voit pas des profs qui ont un certain âge, qui sont nommés. Moi, je vois souvent des jeunes profs comme si on voulait un peu les rôder ou comme si. Mais ces jeunes profs qui sortent de l'école, en tout cas, s'ils ont jamais redoublé, ils ont genre 21 ans, quoi, 21 ans, 22 ans, 3 années d'études, et ils se retrouvent avec des enfants qui peuvent parfois être porteurs d'autisme, des enfants avec des troubles du comportement, des enfants, qui peuvent avoir des retards intellectuels, avec des problèmes d'estime de soi, etc. Donc, quand même, avec des problématiques psychiques pas faciles. Et se retrouver comme ça jeune prof, ça pose quand même question, hein. Donc ça revient un peu à ce que Mme Boussani disait dans ce fameux pacte d'excellence. Il y a la question de la formation de l'enseignant aussi. Donc vous dites, bah oui, c'est finalement sur le terrain que j'ai dû apprendre à me démerder et apprendre. Et d'ailleurs, quand je parle des stages que j'ai fait en spécialisé, à l'époque, c'était pas des stages qui étaient obligatoires pour tous. Donc il y a des étudiants qui n'ont pas eu ces stages-là et qui du coup se trouvent peut-être lors de leur pratique, ils se retrouvent confrontés à des difficultés et ils n'ont pas été préparés à ces difficultés-là. Donc vraiment, c'est vraiment l'expérience, le métier qui nous apprend tous les jours. Et c'est très important aussi de s'informer par soi-même. Mais heureusement aussi, la formation, elle change, elle évolue. Et maintenant, il y a une 4e année à l'école normale qui permet justement d'avoir plus d'expérience sur le terrain et plus de stages dans le spécialisé notamment. Donc pour ceux qui veulent faire du spécialisé, ils ont rajouté une année d'études ? Ils ont rajouté une année qui n'est pas obligatoire. Ah oui, voilà. Mais ils veulent la rendre obligatoire, mais pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui est fait. Mais c'est une année. Si on veut la faire, on la fait. Si on veut pas la faire, on la fait pas. Et donc on se confronte face à cette réalité-là sur le terrain. Mais avec la pénurie de profs, si on commence à pousser sur les années de... Ouais, enfin ça c'est encore un autre débat politique peut-être à avoir. Mais quand je vois maintenant qu'on propose à des personnes qui n'ont pas d'emploi ou pas de formation d'enseigner avec quelques cours du soir, quand je vois que les instituts et les profs ont fait des années d'études pour pouvoir enseigner, c'est quand même assez compliqué, hein. Aujourd'hui le métier de professeur est très compliqué, peu valorisé et en même temps on lui en demande toujours plus, hein. Donc les choses évoluent vraiment. Les choses évoluent. Ouais. Bon, on en reparle, on s'arrête un tout petit peu, on revient juste après avec Monsieur Landouzi. Donc restez connectés dans cette deuxième partie d'émission. Nous parlons d'inclusion et de handicap. Je vous dis à tout de suite, chers auditeurs. Nous sommes à nouveau de retour dans cette dernière partie de l'émission, l'émission Santé pour tous. Et donc aujourd'hui, on parle d'inclusion et de handicap. Je reviens avec Monsieur El Andouzi, donc fondateur de l'ASBL Handi Job Project.
Je voulais savoir, Monsieur Landouzi, sur le terrain, quel constat observez-vous auprès des entreprises? Est-ce qu'il vous arrive un peu de recadrer ou de proposer des formations en entreprise par rapport à l'inclusion de personnes porteuses de handicap? En toute transparence, je ne fais que ça tous les jours. Franchement, je fais ça tous les jours. En fait, il faut savoir, dans certaines entreprises, pas toutes heureusement, il y en a qui n'arrivent pas du tout à engager des personnes en situation de handicap parce qu'ils ont une vision assez minimale de la chose. C'est-à-dire que certains employeurs me disent clairement: oui, mais attends, si on engage un handicapé, demain il va avoir des rendez-vous, le surlendemain il va se faire opérer, puis il va plus être entre guillemets productif. Donc en fait, moi, mon rôle, justement là-dedans, c'est de responsabiliser l'employeur et lui transmettre toutes les informations utiles pour l'engagement, le maintien du travailleur handicapé. Donc, dans toutes les démarches administratives, donc que ce soit au niveau de l'aménagement raisonnable, par rapport à toutes les primes de la VIC ou du phare, mais bon, au niveau du phare, vous avez quand même Diversicom qui fait un très gros travail de terrain. Donc, je pense que là, vous êtes assez bien lotis. Mais au niveau wallon, je vous assure que, hormis mon ASBL, qui accompagne quand même presque 300 personnes depuis la création, et toutes les personnes jusqu'à présent, ils sont toujours soit dans une entreprise ou soit ils ont créé leur entreprise. Donc voilà. Ici, je fais chaque fois signer une convention de partenariat avec tous les employeurs de mon arrondissement, donc Verviers ou Liège. Et en même temps, voilà, je suis là s'ils ont un problème ou s'ils ont du mal à maintenir un travailleur valide qui devient handicapé dans le cours de la vie. Ben voilà, je suis là, je les oriente. On a quand même un réseau assez important autour de nous. Donc voilà, arrive, on essaye quand même. Vous me disiez, quand on préparait l'émission que les entreprises parfois voulaient engager des personnes porteuses de handicap, pouvaient même toucher des primes, mais sur le terrain, voilà, les droits n'étaient pas forcément respectés du travailleur. Non, du tout. En fait, faut dire que l'accompagnement est double, c'est-à-dire que nous, quand nous accompagnons l'entreprise, on accompagne en même temps l'employeur, le candidat à l'emploi. Et au niveau du candidat de l'emploi, on essaye de l'informer par rapport à ses droits en tant que travailleur. Et au niveau de l'entreprise, on essaye vraiment de le responsabiliser, par exemple, par rapport à la loi de 2007, par rapport à la loi antidiscrimination. Je vous assure que j'étais très choqué moi-même. Aucune entreprise que j'ai accompagnée n'était au courant de cette loi-là. Aucune entreprise ne savait qu'il y avait un décret wallon par rapport à l'aménagement régional, par exemple. Du coup, voilà, on essaye quand même de faire la trajectoire jusqu'à l'aboutissement du projet de l'entreprise et surtout du bien-être du travailleur. C'est vraiment essentiel pour nous, en fait. Oui. C'est ça. Donc, vous pouvez les accompagner aussi là-dedans. C'est-à-dire quand ils sont en difficulté et pas reconnus, voilà, vous pouvez les accompagner. Et moi, ma question aussi, c'était est-ce que vous formez les professionnels à cela, les entrepreneurs à cela? Oui. En fait, et c'est quoi comme formation que vous proposez? Par exemple, attendez 2 minutes sur mon appart parce que... Vous nous entendez? D'accord, ok. Voilà, désolé. Pas de souci. En fait, voilà, nous, on propose des formations, par exemple, au niveau des primes de la VIC, des formations par rapport au handicap invisible et l'emploi, des formations par rapport, justement, par rapport aux allocations pour personnes handicapées, parce que là aussi, il y a comme des avantages que le travailleur a, que l'employeur ne connaît pas spécialement. En fait, leur image perçue par rapport
par rapport au handicap, c'est surtout médicalisé en fait, malheureusement. Donc pour eux, c'est voilà, si on engage une personne handicapée, demain il est malade, quoi. Vous voyez, donc du coup voilà, on essaye de dédramatiser l'image qu'ils ont et démontrer que voilà, la personne handicapée est capable de se maintenir dans un poste. Et surtout que la personne et l'employeur ne sont plus seuls dans la démarche inclusive. Et par rapport à ça, justement, comme ça, vous savez un petit peu le travail de terrain, c'est qu'on forme un petit peu à la sensibilisation auprès des collaborateurs. Parce que c'est important que la personne, quand elle est engagée dans une entreprise, que les liens qu'elle va créer avec les autres collaborateurs se mettent bien au même niveau que toutes et tous en fait, parce que parfois, par exemple, ici on a rencontré début de semaine un travailleur qui nous disait clairement, je me sens mis de côté et en effet, ici par exemple quand il mange à midi, bah en fait, il mange pas avec les autres. C'est comme si qu'il le laissait de côté. Donc, il mange dans une table toute seule. Et les autres mangent entre valides, quoi. Du coup, voilà, on essaye de maintenir quand même une certaine cohésion de groupe. Donc, diversité et valide, quoi. Donc, ouais. Ici, jusqu'à présent, bon, il y a un seul employeur qui fait ça le déranger beaucoup parce qu'on a su inclure une personne autiste Asperger qui a eu un bachelier en informatique, ce qui est vraiment assez incroyable, qui s'occupait de la gestion informatique d'une toute petite entreprise dans une société. Et ici, la société voulait carrément le licencier parce qu'ils se sont rendus compte que le travailleur a créé des forts liens avec le partenaire de la société, quoi. Donc du coup, ça a engendré pas mal de problèmes. Et le souci, c'est que chez les personnes autistes Asperger, ils ont quand même, oui, toute leur capacité intellectuelle, mais ils ont une capacité sociale assez importante que voilà, je ne peux dire à une personne autiste Asperger, écoute, ne crée pas des liens entre guillemets amicaux avec telle ou telle personne. Enfin, vous voyez, oui, il ne connaît peut-être pas forcément la limite, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça, ouais. Voilà, exactement. Et donc ça, il faut informer l'employeur pour qu'il comprenne. Donc ça fait partie des formations que vous proposez, ouais. Alors, c'est ça. Oui, oui. Et c'est beaucoup de boulot, hein. Oui, je me doute bien que c'est beaucoup de boulot. Je me doute bien. Donc, je reviens vers Madame Alayan. Merci beaucoup pour ce témoignage, Monsieur Landouzi. Madame Alayan, je voulais savoir, on reste dans le domaine de la formation. Votre équipe, est-ce qu'elle dispose d'une formation dans le domaine? Est-ce que vous pensez que c'est même suffisant pour est-ce que vous avez dû adapter la demande par rapport, la formation à la demande de handisport? Oui, bien sûr, on a dû faire des formations, ce qui est très enrichissant et très important pour pouvoir continuer et donner du mieux de nous-mêmes, bien sûr. Non simplement grâce à l'expérience qu'on a eue avec notre sœur, on a dû aussi voyager au Pérou et en Autriche pour pouvoir faire des formations et aussi aux États-Unis avec l'échange qu'on a eu avec les gens là-bas. On a dû être en contact avec des psychologues, des kinésithérapeutes, des médecins, des coachs, un peu de tout pour pouvoir en fait renforcer et donner le meilleur de nous pour que le sport soit accessible à tous en fait. Donc vous êtes vraiment accompagnée aussi dans ce que vous faites, quoi. Bien sûr, bien sûr. Madame Boustani, je reviens vers vous. Est-ce que, selon vous, au niveau administratif, pour la prise en charge et l'inclusion des enfants et adolescents à besoins particuliers, il y a une lourdeur? On entend parfois des parents qui se plaignent de ça, que administrativement, c'est lourd de courir à gauche, à droite, d'aller chercher ses droits pour les enfants qui sont porteurs de handicap. C'est un des problèmes qui est le plus soulevé par les groupes de défense du droit des personnes porteuses de handicap. C'est les lourdeurs administratives, par exemple la quantité de papiers qu'il faut remplir pour faire une demande, mais c'est aussi les échelles de temps sur lesquelles les procédures durent, alors que les personnes à besoins spécifiques ne peuvent pas attendre autant de temps, ou en tout cas
le fait d'attendre autant de temps ça va porter préjudice sur leur bien-être en tout cas. Mais effectivement, c'est une demande qui revient vraiment quand on passe en revue les revendications des groupes d'intérêt qui défendent les intérêts des personnes à besoins spécifiques. Ça revient dans les 5 premières revendications. Et de l'autre côté, vous avez l'État qui dit, les personnes à besoins spécifiques, pour une grande partie d'entre elles, elles touchent par exemple une allocation d'invalidité et que donc ça nécessite de devoir contrôler parce que ça génère beaucoup d'argent. Et donc c'est toujours ça, c'est le contrôle de l'argent que ça coûte qui fait qu'il y a beaucoup d'administratifs et qui justifie dans le chef de l'État la lourdeur administrative. Mais ça, il faut... je ne sais pas si y a un chantier d'évolution qui est prévu en ces termes ou non, parce que ça impacte les droits, évidemment. Quand on parlait tout à l'heure des petits enfants autistes pour lesquels il faut 1 an et demi, voire plus, pour être reconnus en tant qu'autistes, eh bien, ça fait 1 an et demi de logopédie possible remboursée en moins. Ça, c'est de la reconnaissance, mais aussi la reconnaissance fait partie du processus administratif. C'est parce que l'administration demande qu'il y ait tel rapport à tel intervalle et qui contienne tel nombre de pages avec tel critère. Tout ça, c'est des choses administratives, en fait. Et il y a les je sais qu'à l'hôpital Saint-Luc par exemple, ils interviennent auprès des autorités publiques dans ce sens-là pour dire il y a des évolutions, on peut diagnostiquer plus vite, on peut faire apparaître tels éléments plus rapidement que le diagnostic et donc déjà commencer une certaine forme de travail, et l'administration devrait s'y adapter aussi. Alors, un des points sur lesquels l'administration a le plus rapidement évolué, je pense, pour les personnes à besoins spécifiques, c'est par exemple les cartes de stationnement. Ça prend 1 heure sur Internet à faire, en fait. Et peut-être que y a une évolution à prévoir dans ce chef-là et qui va accompagner toutes les politiques inclusives envers les personnes à besoins spécifiques. En l'occurrence, je sais que, par exemple, pour... que justement, comme madame qui intervient sur le plateau, que pour que des personnes spécialisées accompagnent des enfants pour dans les écoles, c'est aussi de l'administration que l'école doit compléter, que les parents doivent compléter, que l'association en question doit compléter. Et donc, c'est aussi ça, c'est faciliter. Enfin, on va vers une centralisation du suivi de l'enfant à besoins spécifiques dans le sens de l'inclusion, et peut-être qu'il faut aussi interpeller le pouvoir politique sur l'aspect administratif et dire oui, il faut aussi le centraliser et faire en sorte qu'il y ait une banque de données, par exemple pour les personnes à besoins spécifiques, dont pourraient bénéficier à la fois l'école, à la fois les associations spécialisées, à la fois les autorités compétentes, le corps médical. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, cette question de la lourdeur administrative est bien très présente. Oui, tout à fait. Justement, je vais revenir, mais après une petite courte pause, vers Madame Lamalmy. Elle va nous parler un petit peu comment un parent peut peut-être faire la demande pour avoir accès, donner accès à son enfant à l'intégration. Madame Boustany nous a déjà un petit peu répondu à cette question juste avant, mais on va compléter. Donc, chers auditeurs, je vous propose de revenir dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission avec nos invités. À tout de suite. Alors, nous sommes de retour dans cette toute dernière partie de l'émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlions de handicap et d'inclusion. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à présent. Nous avons 4 experts autour de la table, même si 2 sont sur Skype. Ils sont quand même avec nous, qui sont venus nous parler de leur domaine d'expertise. Nous avons eu Monsieur Landouzi, qui est fondateur de Handi Job Project, qui accompagne les entrepreneurs porteurs de handicap. Nous avons l'ASBL, donc Amagim, donc
Voilà, qui fait aussi du handisport. Hein. Donc, nous avons aussi avec nous Kautar Boustani, qui, elle, est plus spécialisée en politique sociale. Et alors, nous avons Madame Lamalmi, avec qui vers qui je revenais juste un peu avant la pause, qui est institutrice et qui travaille dans l'enseignement spécialisé, et particulièrement dans l'intégration des enfants à besoins particuliers. Et donc, Madame Lamalmi, concrètement, si un parent souhaite bénéficier de vos services, par exemple, comment il doit faire pour pouvoir accéder à ce type de service ? Il faut savoir que toute demande doit être accompagnée d'un diagnostic d'un spécialiste. Et à la suite de ça, en fait, il faut demander à avoir une réunion avec le PMS, donc les parents, l'école ordinaire et les intervenants, en fait, pour pouvoir discuter des motifs qui pourraient influencer ce choix de l'intégration. Et ensuite, il faut fixer vraiment un conseil de classe qui permettra de fixer les limites des aménagements raisonnables à faire pour ces enfants-là. Il faut rappeler à nos auditeurs donc, que l'intégration, c'est dans lequel Madame Lamalmi travaille, c'est le fait qu'un enfant qui techniquement est dans une école spécialisée ou doit suivre l'enseignement spécialisé, suit l'ordinaire avec une instite qui l'accompagne dans l'ordinaire malgré qu'il a des besoins spécifiques. Et donc c'est vrai que les PMS en général ils sont ils sont sur le terrain, c'est eux qui sont en contact avec les écoles. Donc un parent par exemple qui a un enfant dans le spécialisé peut tout à fait aller voir le PMS et dire écoutez, moi j'aimerais bien que mon enfant peut-être essaye d'aller dans l'enseignement ordinaire et puisse bénéficier d'un accompagnement. Mais du coup, ça revient un peu à ce que disait Madame Boustani juste avant la pause. Il y a parfois peut-être une lourdeur administrative ou il y a sûrement un dossier à rentrer pour pouvoir avoir accès. Oui. C'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ce type d'aide et de pratiques. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté plus administratif où je suis pas forcément là-dedans. Oui, voilà. Mais oui, il y a tout des documents à compléter. Il faut aussi que ça soit vraiment appuyé sur un diagnostic d'un spécialiste, logopède ou neuropsy, ou voilà, vraiment un spécialiste dans le domaine qui peut vraiment appuyer cette demande-là. Et de là, on fixe le projet. Et alors, le projet, c'est aussi fixer des objectifs par enfant. Tous les 3 mois, refixer une réunion pour voir un peu si on ne doit pas réadapter ces objectifs, en fixer d'autres. Voilà, c'est vraiment un suivi, pas seulement sur une année, ça peut être même durant en fait tout son parcours scolaire de l'enfant. Donc, voilà. Et vous, par exemple, vous suivez combien d'enfants dans votre école ? Alors, je suis 7 enfants. Et chacun a droit à 3 heures semaine. Donc, j'ai un temps plein, en fait. J'ai 21 heures. D'accord. Ok. Donc ça, c'est vraiment dans l'idéal d'avoir peu d'enfants sur qui on se concentre. Et même dans l'idéal, dans l'enseignement classique, ce serait chouette. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas 25 enfants dans une classe, 25 voire 30 enfants dans une classe. Oui, c'est totalement différent. Ouais. Je voulais revenir un petit peu vers vous... Anna. Ah oui, Anna, Madame Alayan, donc sur les bienfaits du handisport sur la vie quotidienne des bénéficiaires. Est-ce que vous voyez un impact positif sur vos bénéficiaires? Bien sûr, lors de nos stages de vacances, on a pu voir l'épanouissement sur leur visage, que ce soit aussi dans le sport, quand ils font du taekwondo, ça renforce leur confiance en eux, ça leur permet d'avoir l'égalité des chances comme les autres enfants ordinaires. On voit bien qu'ils ont une passion pour le sport, le fait d'être en challenge, ça renforce leur confiance en eux. Donc le handisport, ça leur permet d'être tous ces aspects-là en fait. Donc c'est très important, mais j'aimerais bien aussi souligner le fait que l'inclusion de ces personnes en situation de handicap, et c'est une phrase qu'on l'a mis dans notre site internet, que ces personnes en situation de handicap dans notre société est très importante, car ces personnes extraordinaires, que nous ne les prenons ainsi, sont des personnes qui ont des droits comme quiconque, notamment le droit de l'égalité de traitement, l'autonomie, la pleine participation à la société. Donc, il faut souligner que on est tous différents mais égaux, et que l'inclusion de ces personnes en situation de handicap est primordiale, et l'union
bien sûr, fait la force. Ah, ça, c'est une belle phrase pour les sportifs, ça. Voilà, l'union c'est fait ça. la force. Merci, Edith, c'est vraiment chouette ce que vous faites. Je reviens aussi vers Monsieur Landouzi. Est-ce que vous voyez un impact positif du soutien que vous proposez aux bénéficiaires de Handy Job Project? Oui, bien sûr. En fait, tant qu'ils sont bien encadrés, non, mais bien entourés par des professionnels et par nous, ils avancent un peu plus vite, quoi. Donc, ils se sentent beaucoup moins isolés et surtout, ils savent vers qui aller et vers qui faire confiance, quoi. Parce que parfois, ils ont tendance à lâcher prise et ils se disent que voilà, on est un petit peu abandonné par l'État, ils s'en foutent de nous, mais on peut compter sur des petites structures comme Handy Job Project ou d'autres de notre réseau. Donc voilà. Donc c'est positif aussi. Ah, oui. Madame Boussani, selon vous, quel type de mesures politiques pourrait avoir un impact positif sur la prise en charge des personnes en situation de handicap? Par exemple, c'est la généralisation de l'information. Par exemple, obliger toutes les structures, par exemple du service public, à intégrer en leur centre un service d'information sur l'inclusion, entre autres du handicap. On est vraiment à l'ère du développement des politiques d'inclusion. Et donc, on n'a pas le choix, comme monsieur tout à l'heure disait, il y a très peu de personnes qui sont bénéficiaires de nos services qui savaient qu'il y avait une politique wallonne qui leur était spécifique. Ça, c'est un des problèmes que rencontre le développement des politiques, c'est les gens, les bénéficiaires, les principaux bénéficiaires, ceux pour qui les politiques ont été mis en place, prennent des années à être mis au courant. Et ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, notamment en développant l'accès à la formation, en le rendant beaucoup plus facile. On sait que, par exemple, les personnes à besoins spécifiques ou porteuses de handicap vont régulièrement auprès des services de soins de santé. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas centraliser ou décentraliser l'information vers ces services de soins de santé? Comme ça, ils sont informés de tout. Ou d'automatiser annuellement une manière d'informer ou de former les personnes en contact avec les enfants à besoins spécifiques ou elles-mêmes à partir de 18 ans sur le fait d'avoir connaissance de tous les droits. Ça, c'est déjà une première chose. Et c'est ce qui va permettre justement de faire remonter la barrière de différence entre l'égalité de droits théoriques et l'égalité de droits sur le terrain, mais qui n'est pas encore vraiment d'application. Oui. Donc, c'est finalement une meilleure communication d'informations et plus peut-être être un peu plus rapide dans la prise en charge des personnes avec ces besoins particuliers. C'est un peu ça. Oui, c'est comme il y a quelques années, il y a 15 ans, des personnes bénéficiaires de certaines allocations ne pouvaient pas en bénéficier parce qu'elles n'en étaient pas informées et qu'elles ne faisaient pas la demande. L'État a automatisé le système d'allocation aux personnes bénéficiaires dès lors qu'elles rentraient dans les conditions. Ça devrait être un petit peu la même chose. Et en fait, c'est pas vraiment moi qui le formule. Je l'ai vu donc dans des publications de revendications de personnes qui défendent des droits des personnes porteuses de handicap. Et donc, je pense que c'est au niveau de demande de ce qui peut être fait comme demande à l'égard du monde politique, c'est tout à fait légitime, tenable, et il faudrait travailler là-dessus. Il y a d'autres champs. Maintenant, on parle du sport, de l'inclusion par le sport. Ça touche au bien-être. C'est les mécanismes de favorisation du bien-être, qui passe entre autres par la stimulation de la société pour l'inclusion. Mais ça devrait pas être porté par les personnes ou les organisations dont les bénéficiaires sont les porteurs de handicap. Ça devrait être la société elle-même de faire une campagne publicitaire, une campagne de formation à travers les écoles ordinaires, à travers les entreprises aussi. On sait qu'il y a certaines entreprises
ont droit à des affiches publicitaires ou à des espaces publicitaires dans la télévision, dans les médias, passer par ces canaux aussi pour travailler sur cette fameuse bienveillance qui permettrait de convertir le regard de la société sur les personnes porteuses de handicap. Et donc, parce que de manière générale, ce qui est évoqué par les spécialistes, c'est que le degré d'empathie de la société n'est pas encore suffisamment développé et que il faut justement travailler là-dessus parce que l'empathie n'est pas une attitude spontanée et que elle suppose à la fois de passer par la stimulation et à la fois par la théorisation. Donc on est dans la théorisation avec le fait d'établir dans des lois, mais il faut aussi la simulation en informant les gens, en faisant des campagnes d'information, des campagnes de sensibilisation, comme on peut le faire sur différents sujets, et particulièrement à cette époque qui est une époque de développement des revendications d'inclusion. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce que disait Madame Alayan tout à l'heure, hein, quand on parlait justement du fait de se mélanger et que les enfants qui côtoyaient des enfants porteurs de handicap, finalement, ne voyaient plus le handicap de la même manière et que même, vous disiez, c'est presque plus souvent les adultes qui ont un regard différent et que les enfants, parfois, ne remarquent même pas que l'enfant est porteur de handicap. Il joue avec lui et il n'a même pas fait attention, quoi. C'est ça. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que... Oui, clairement, mais et puis il y a des études aussi en psychologie sociale qui montrent que plus on est mélangé dans la diversité de toutes nos particularités, plus on diminue le taux de discrimination, de stigmatisation qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est même prouvé scientifiquement aussi. Donc oui, en effet, je rejoins un petit peu ce que vous venez de dire, Madame Boustany. Madame Lamalmi, est-ce que vous pourriez nous parler, vous, des impacts positifs que vous pouvez observer auprès des enfants qui bénéficient de vos services et de ce type de services en intégration ? Moi, je travaille surtout le rapport de confiance que je peux créer avec ces enfants-là. Et je crée en fait un espace privilégié dans lequel l'enfant va se sentir à l'aise. Et le lien est différent du lien qui peut se faire avec l'enseignant de l'enfant. Et petit à petit, l'enfant va s'ouvrir et se sentir vraiment en confiance totale en fait avec moi. Et je mise beaucoup là-dessus car pour moi, c'est vraiment la clé pour son évolution. Et souvent, les enfants que je prends en charge en intégration, ils prennent aussi un peu plus confiance en eux. Et ils ont moins peur de se tromper, d'oser montrer leurs difficultés. Ils ont moins peur du jugement. Et voilà, et le travail, il se fait aussi grâce à eux, surtout. Et c'est ce que je peux vraiment observer par rapport au comportement des enfants. On voit vraiment une évolution sur leur confiance en eux, sur leur manière d'exprimer leurs difficultés. Et ça, c'est assez positif. Ouais, voilà. Pour nos auditeurs, Madame Alayan, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire chez vous dans votre club ? Pour pouvoir s'inscrire, les parents viennent discuter de l'handicap qu'a son enfant et on essaye d'adapter et de voir comment peut-on lui offrir ses cours de taekwondo, on va dire. Il y a des documents bien sûr d'assurance à faire signer venant de l'ABFT et on a contact avec les médecins spécifiques les médecins avec qui l'enfant qui suivent l'enfant en fait. Et donc voilà, et ils deviennent membres et ils ont un numéro de matricule. Et l'adresse de votre club sportif ou de votre ASBL ? Je peux vous le donner plus tard parce que là je le connais pas par cœur. Donc attendez que je le prenne parce que pour les inscriptions, attendez, je suis allée un peu plus loin. Sinon je donne le nom du club complet. Effectivement, je préfère. Il y a la page Facebook aussi. Vous avez une page Facebook ? Oui, on a une page Facebook ama.jeunesse gym. Ah, ça c'est la page Facebook, ainsi que le site internet aussi. On a un site internet qu'on peut aller consulter. C'est aussi www.ama-jeunessegym.com. Super, comme ça, si nos auditeurs veulent faire du sport et dans un contexte hyper enrichissant, c'est le lieu où aller. C'est ça. Monsieur Landouzi, si nos auditeurs sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver ? On a une page Facebook, donc ASBL Handijob Project.
Et voilà, je ne sais pas ce que... Ils peuvent vous contacter s'ils veulent... Oui, hein. Voilà, ils peuvent vous appeler, vous dire, voilà, moi j'ai envie d'être entrepreneur ou j'ai envie d'un soutien... je suis porteur de handicap, mais j'ai envie de devenir entrepreneur ou j'ai un projet, j'ai envie de vous en parler. Ouais. Oui, il n'y a pas de problème, ça. Et vous êtes sur Bruxelles ou vous êtes ailleurs? On est plus en région verviétoise, liégeoise, mais on se déplace quand même un peu sur Bruxelles. Ça s'entend l'accent. Hein. À ce point-là. Quand même, je dois dire. D'accord. Nos auditeurs ont dû se douter que vous ne veniez pas de Bruxelles. Oui, c'est sûr. Oui. Donc, du coup, mais vous pouvez vous déplacer. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, de toute façon, vu la situation, on a Skype, Zoom, donc on n'est pas très loin. Oui, de toute façon, maintenant, depuis le Covid, on a développé toutes ces techniques de communication à distance, ce qui est pas mal aussi. Madame Lamalmy, je vais vous demander quelques petits conseils pour nos auditeurs, peut-être pour soutenir leurs enfants qui fréquentent l'enseignement spécialisé ou qui fréquentent les classes d'intégration. Des petits conseils pour eux? Un conseil, c'est d'oser poser des questions sur le suivi de leurs enfants. De créer un lien avec le professeur en intégration ou l'enseignant qui travaille dans l'école spécialisée, afin de travailler aussi main dans la main pour un objectif commun qui est le bien-être de l'enfant. Et c'est aussi important de rester informé sur les droits des parents et des enfants, justement, pour profiter le plus possible des bienfaits de l'enseignement. Je pense que c'est important. Merci beaucoup. Madame Boustany, un petit mot pour la fin? Écoutez... bon courage à toutes les personnes, qu'elles soient concernées ou qu'elles s'occupent de personnes concernées. On est dans un espace politique qui est favorable à l'inclusion des personnes porteuses de handicap et ou à besoins spécifiques. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers le pouvoir politique. C'est son rôle aussi que d'écouter les citoyens. On est vers un développement aussi des initiatives de mobilisation de la société civile. Il faut en profiter pour faire en sorte, Inch'Allah, que les personnes à besoins spécifiques, porteuses de handicap, fassent partie intégrante de la société, au même titre que la loi le prévoit, et pour des raisons humaines, tout simplement. Ils font partie de notre société, ils sont des nôtres, nous sommes des leurs, et il faut avancer ensemble. Eh bien, je vous remercie pour cette belle émission. Vous êtes tous très touchants, autant les uns que les autres. Merci d'avoir participé. Je dis à nos auditeurs que vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page de l'émission Santé pour tous. Je vous dis à samedi prochain dans votre émission. Et je remercie encore nos invités d'avoir été présents aujourd'hui. Et à très très bientôt. Merci à toi, beaucoup. Virginie. Oui. Au revoir Kautar, au revoir Mohamed. Bientôt. Au revoir, merci beaucoup.